Alors, j'ai entendu plusieurs discours de personnes qui meublent d'une manière parce qu'ils ont de l'expertise. Et pour ça, je veux répondre d'abord à quelle expertise que j'ai à vous parler de l'avenir. Et c'est tout simple. Je viens de passer les 60 ans, c'est-à-dire que j'ai probablement vécu plus d'avenir que la plupart de vous dans la salle. J'ai une expertise à vivre l'avenir. En fait, tout le monde qui a mon âge a cette expertise. Et les jeunes, ils ont un long avenir devant eux, mais ils n'ont vraiment pas beaucoup d'expertise à vivre dans l'avenir. Et ce que moi j'ai fait dans les années dernières, c'est que je me suis occupé de la manière dont moi et les gens avec lesquels j'interacte, eux, ils pensent à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils font quand ils encadrent l'avenir? Exactement quelle appréciation ont-ils du processus de réfléchir à l'avenir? Et alors, je suis aussi conscient que la plupart de vous ont été assis pendant très, très longtemps et on avait posé quelques questions et on va faire ça un peu interactif. Alors, les questions qu'on avait posées avant, c'est que, par exemple, si, comment vous vous engagez? Alors, j'ai à peu près 46 réponses et je voudrais que tout le monde qui a répondu, qui se prépare à l'avenir, qui se lève et qui se mette debout pour un instant. C'est aussi une manière d'avoir un peu, peut-être, un peu de mouvement dans la pièce pour que ça soit, pour se relaxer un peu. Bon, mais très bien. Alors, merci pour ça. Il y a un peu d'appréhension, mais c'est pas grave. Et vous pouvez vous rassier. Et alors maintenant, la question se pose peut-être si les autres qui avaient répondu, qui essayent de prédire l'avenir ou qui laissent l'avenir se dérouler, s'ils ont plus raison ou moins que ceux qui sont concentrés à se préparer pour l'avenir. Et en principe, vous avez tous raison, tous, parce que c'est pas exclusif qu'on fait l'un ou l'autre. Si je n'essaye pas de prédire l'avenir, je ne sais pas vraiment où je veux aller. D'une autre, mais aussi, si je ne me prépare pas, probablement, j'arriverai pas dans l'avenir dont je pense et je discute. Et la réalité, c'est que l'avenir se déroule souvent à cause de facteurs que nous n'avons aucun contrôle. Alors, tout le monde avait raison. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est toujours les trois ensemble. Une autre question qu'on avait posée, et je suis désolé parce que j'ai oublié de mettre ça sur l'écran. Voilà. Une autre question qu'on avait posée, est-ce que on réfléchit plutôt à l'avenir dans la situation à cause d'une tâche qu'on a à faire, peut-être tout le monde, tout le temps et rarement. Et là aussi, il y a une tendance très claire, mais en réalité, on fait tous les quatre. Et j'espère que pour la plupart de vous, il y a des moments où vous êtes vraiment dans le moment, où vous faites quelque chose, que vous oubliez un peu le passé et vous oubliez de réfléchir à l'avenir. Quand le moment est tellement spécial qu'on est dans le moment et on peut lâcher tout le reste. Mais évidemment, si je veux décider ce que je vais manger ce soir,
il faut que je réfléchisse à l'avenir. C'est tout à fait pratique. Si je réfléchis, si je pense à peut-être que j'ai un examen à passer, je dois m'en occuper. Et si le temps change à l'extérieur, il pleut ou il fait sec, ou il fait froid, il fait chaud, je peux m'adapter dans la situation. Et alors, encore une fois, ce n'est pas à penser à l'avenir d'une manière ou une autre, mais plutôt d'être conscient qu'il faut faire tous les trois, tout le temps, et même tous les quatre, quelquefois, de ne pas penser à l'avenir et de se réjouir dans le moment. Et la prochaine question qu'on avait posée, est-ce que vous trouvez que cette déclaration du développement durable est plutôt convergente ou plutôt divergente? Et j'espère qu'après qu'on a discuté un peu, on pourra se rappeler des réponses et penser, est-ce que c'était vraiment correct? Ou peut-être que les deux réponses sont correctes, dépendamment à quelle part de la phrase est plus important pour nous. C'est-à-dire, ça peut être convergent ou divergent. Mais après avoir posé la question, je me suis posé la question, je n'étais pas tout à fait sûr si tout le monde était d'accord, qu'est-ce que c'est la pensée convergente ou la pensée divergente. Alors, un moment de définition. Le cadre convergent, c'est peut-être symbolisé par quelque chose comme ça. On prend tous les ingrédients qu'on connaît, on les met dans un pot et après, on a quelque chose à manger, un gâteau et une petite machine. Et on regarde et on sait, on veut on veut un gâteau, alors on regarde ce qu'on fait et c'est convergent. Dans une simple image, ça se pose comme ça. C'est-à-dire, ça converge sur quelque chose de très concret. Et alors, on a entendu justement la question, comment je peux lutter la coccinelle? Alors, j'ai un but et je peux peut-être prendre un pesticide, je peux l'appliquer et je peux voir ce qui se passe. C'est tout à fait convergent. Divergent, c'est de faire exactement l'envers. C'est de se poser dans le présent et de permettre à l'imagination qu'il y a des futurs, des avenirs qui sont tout à fait différents. Et je n'ai pas vraiment la sensation, la compétence, la prévision de vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Je connais la direction, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je dois quand même encore fonctionner dans un monde qui va se développer, se dérouler d'une manière où je n'ai pas de contrôle. Et alors, et alors peut-être c'est un arbre qui représente ça. Je cultive, je nourris le sol, je cultive le sol, je permets à la plante de développer, et à la fin, j'ai un arbre tous les arbres sont différents, où je ne peux pas vraiment prédire si il va se développer rapidement, très lentement, s'il va devenir grand, rester petit, je ne le sais pas. Mais je sais que, normalement, si je cultive le sol, la terre, l'arbre se développera. Alors, j'espère que ce moment-là, maintenant, il y a un peu une meilleure idée de ce que je parle si je dis convergent ou divergent. Et s'il y a des questions sur ça, un manque de clarté, c'est maintenant qu'il faudrait poser la question. Et pour faire ça plus facile, peut-être si quelqu'un a une question, levez-vous et vous aurez le microphone. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, alors on continue à la prochaine part. Alors,
quand je pense à l'avenir, Marc, oui, 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 désolé, en fait, c'est le micro qui n'était pas activé. Je disais que les étudiants ont bien suivi ta question et donc je leur donnais la parole au moment où tu as dit qu'il n'y avait pas de question parce qu'en fait, c'est eu un décalage. bon, Alors, donc, sur la divergence et la convergence, sauf si c'est clair pour tout le monde, on avance. C'est clair. C'est bon, Marc. Ils disent que c'est clair. C'est bon. bon, très bien. On avance. Mais quand on pense à l'avenir, et c'est en fait ce qu'on a entendu juste à maintenant, on a entendu parler des abeilles, des coccinelles et aussi des projets dans Virunga, tous les discours, c'était des discours sur l'avenir. Comment changer le monde qui se présente au présent? C'est l'avenir. C'est pas vraiment le présent, c'est l'avenir. Et alors la question qui se pose, c'est quels sont les facteurs, quel est le cadre dans lequel je suis quand je bouge dans l'avenir, quand je réfléchis à l'avenir. Et alors il y a quatre paramètres auxquels on peut penser. Le premier, c'est le cadre temporel, après spatial. Est-ce que le système dans lequel je suis, il est compliqué ou complexe? Et finalement, l'objectif que je poursuis. Et alors, dans le cadre temporel, il y a beaucoup d'actions qui sont assez simples si on voit ça à des très courts termes. Et alors, pour vous, il est assez clair si vous regardez à l'avenir maintenant, dans une heure, vous aurez l'occasion de manger. Vous savez, c'est tout à fait clair. 45 minutes à peu près, on aura fini et vous pouvez aller manger. C'est un avenir très clair, 45 minutes à peu près. Mais est-ce que vous êtes complètement sûr comment l'avenir sera dans une semaine? Ou même peut-être dans un an, dans 2, 3 ans, dans une période législative, une autre. Il y avait un intervenant qui venait de parler que quand il était enfant, il y avait des abeilles partout dans Libreville. Maintenant, ça a changé. C'est pas très longtemps en fait. C'est peut-être 20, 30 ans. Et c'est un changement dramatique que probablement personne n'avait prévu et même avait considéré possible à ce moment-là. Et personne, il y a 30 ans, quand moi j'étais à l'université, ou 40 ans, pensait vraiment que le changement de climat serait le sujet principal du présent. On avait d'autres préoccupations. Alors, le cadre temporel est vraiment important de la manière dans laquelle je réfléchis au futur. La seconde question, c'est spatial. Et pour spatial, je pourrais parler de la science et de choses très techniques, mais en fait, je veux parler des sensations, du goût, de la toucher, de l'odeur, de la vue, du son. Pourquoi je fais ça? Parce que si moi, je bouge dans un environnement comme vous voyez sur l'écran, c'est un environnement qui n'est pas très loin de chez vous, qui est dans le Sangha, dans la République centrale africaine, dans la forêt, je suis perdu parce que moi, je suis habitué que je réagis à ce que je vois. Je me promène dans la forêt, ce que je vois ne m'aide pas vraiment. Il faut que j'entende, il faut que j'apparais mon environnement, j'apprécie mon environnement d'une manière complètement différente. C'est-à-dire, même le plan de réfléchir à l'avenir change dépendant de mes expériences
et de l'environnement dans lequel je me promène. Par contre, ceci est peut-être un environnement où moi je me sens très à l'aise, mais peut-être quelques-uns de vous, vous serez très perdus. C'est exactement l'envers. Il y a tellement de bruit que les sons ne servent pas vraiment à grand-chose. Il y a tellement d'odeurs que l'odeur ne sert pas à grand-chose. Alors il faut marcher à vue. Et c'est une appréciation spatiale tout à fait différente et ça va avoir un impact sur la manière avec laquelle j'essaye d'apprécier l'avenir. Et alors, il y a aussi la complexité du système. Si je regarde dans le sol, ça, en fait, ce n'est pas une image réelle, c'est quelque chose qui a été généré pour montrer quelque chose qui est peut-être vivant et complexe. Mais pour la plupart de vous qui étudiez l'agriculture, vous savez que la terre sur laquelle on marche, le sol, c'est un organisme vivant qui est extrêmement complexe. Et je peux décider si je veux le traiter et je veux le contrôler ou si je permets au sol je m'occupe du sol pour que lui, il me rend quelque chose, il me fait pousser des plantes. C'est une différente approche. Mais peut-être il y a quelque chose comme ça. C'est une machine imaginaire avec beaucoup de câbles. Est-ce que c'est complexe ou est-ce que c'est compliqué? Mais en réalité, c'est seulement compliqué parce que tous les ordinateurs sont seulement compliqués parce qu'il y a des câbles partout, il y a des connexions, c'est très simple. Toutes les machines sont compliquées, mais la nature est souvent complexe. Et on a entendu avant que, par exemple, si je pense aux coccinelles ou si je pense aux abeilles, ce sont des petits éléments dans des systèmes. Mais même quand je change un petit élément dans le système en tout change. C'est-à-dire, il faut que je vois, que je comprenne, est-ce que je suis dans la complexité ou est-ce que je suis dans un système complexe. Et alors, le système compliqué, c'est un système où je peux penser d'une manière convergente. Si c'est compliqué, c'est convergent. J'appuie un bouton, le moteur marche. C'est très simple. Mais je combats la coccinelle et j'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est complexe. Alors, il faut que j'ai une idée. Est-ce que je suis dans un système complexe ou dans un système compliqué? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la sylviculture ou l'exploitation durable des forêts, c'est en fait un concept qui a été inventé en Allemagne il y a à peu près 300 ans, plus ou moins. Et il y a 300 ans, il y avait un type qui s'appelait Karl von Karlowitz, c'est pas important son nom, mais il y avait la situation que les bois étaient utilisés pour faire du feu, pour la construction et dans les mines. Et il n'y avait plus de forêt en Allemagne. Alors lui, il a développé un concept qu'il fallait faire pousser les forêts, un peu comme la sylviculture, d'une manière qu'on a toujours suffisamment de bois pour pouvoir continuer le système économique qu'on voulait. Et au fur et à mesure, le bois a été remplacé par du charbon et le charbon a été remplacé par de l'huile, du pétrole. Et ensuite, aujourd'hui, on essaye de trouver de nouveaux moyens. Et la question, est-ce que cette idée de sylviculture qui a été née il y a 300-400 ans, est-ce que c'est une idée convergente ou est-ce que c'est une idée divergente? Est-ce que c'est convergent ou est-ce que c'est divergent?
Et la réponse, c'est que si je cultive la forêt uniquement pour produire du bois, c'est convergent. Si je m'occupe de la forêt pour améliorer le climat, la biodiversité, la résilience, etc., et je fais aussi du bois, je suis dans un système divergent. Alors la question, c'est pas tout à fait simple, ça dépend aussi de mon objectif. Alors dans un monde où une forêt n'a pas de valeur, mais du bois en a, où un animal vivant n'a peut-être moins de valeur qu'un animal mort, je suis dans un monde convergent. Et nous avons la difficulté que nous sommes en train d'essayer de renverser cette idée et de vraiment traiter le monde que quelque chose de plutôt divergent dans lequel on peut quand même encore fonctionner très bien. Alors ça nous ramène à la définition de la déclaration. Est-ce qu'elle était divergente ou convergente? Et alors, si vous avez envie, j'invite quelques-uns de vous de voir si vous pouvez expliquer, si vous trouvez que cette explication, cette définition de développement durable est plutôt convergent ou plutôt divergent et dans quelles circonstances vous pensez que ce serait le cas. Ok, bonsoir Monsieur Marc. Je vais tenter de répondre à la question. Donc la question dit le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. C'est un système divergent parce que on utilise un système. En fait, on veut développer un système qui permettrait dans le futur de faire durer, en fait, de maintenir une certaine durabilité, une certaine viabilité dans le temps sur plusieurs domaines. Donc, c'est divergent. Comme Monsieur Marc, Bonjour. moi je pense que pour le développement durable, moi je pense que c'est un système, on va dire, convergent. Pourquoi? Parce que euh, il est de, il est de savoir que si, prenez un exemple simple, la Terre, par exemple la Terre, si nous la gardons bien, si nous la donnons des nutriments nécessaires pour qu'elle puisse être toujours en bonne forme, elle pourra subvenir par la suite aux besoins des générations futures. Alors, de un, elle va d'abord nourrir d'abord la génération présente et par la suite au futur. Donc, merci. Ok, merci. Merci. On a On encore a des encore des interventions. interventions. Pas d'autres commentaires? Pas d'autres Pas d'autres commentaires. commentaires. Ok, Marc, on peut continuer. On On continue. continue. Alors, moi, je proposerais que les deux interventions sont correctes, mais aussi que les deux interventions n'ont pas discuté le but. Parce que peut-être la question, est-ce que ça nécessite une trajectoire convergente ou ça nécessite une manière de penser divergente, dépend de la définition de la capacité des générations futures. Alors, je peux décider aujourd'hui, pas moi, mais disons nous, qui nous sommes ici, peuvent décider quelle capacité on donne aux futures générations. Et à ce point-là, ça devient convergent. Ou si je me dis que c'est pas vraiment mon droit de dire aux futures générations quelle serait leur capacité, et c'est pour ça que c'est à eux de décider les capacités. Et à ce point-là, il faut que je réfléchisse d'une manière divergente. Parce que je ne sais pas quelles sont les capacités que les générations du futur trouveront importantes. Et on retrouve ce conflit
entre la décision quelles sont les capacités qu'on veut dans le futur, souvent dans la discussion du développement durable. Parce que souvent, le développement durable est d'une manière considérée que on veut réinventer le passé, on veut préserver le présent, on veut améliorer le présent. Peut-être on poursuit aussi une idéologie qui représente quelque chose dans le futur. Et dans tous ces scénarios, nous sommes en fait en train de réfléchir d'une manière qui impose sur le futur quelque chose de relativement étroit. Et c'est pour ça que si c'est ça qu'on décide à faire, peut-être une approche convergente est valable. Si par contre on est prêt à laisser la liberté aux générations du futur de décider quelles sont leurs priorités, il est nécessaire qu'on approche le développement de l'avenir d'une manière ouverte et divergente. Alors, c'est important, quel degré de liberté est-ce que je veux transférer au futur ou je veux laisser aux générations du futur? Alors, quel était l'objectif qu'on poursuit? Bon, alors, le, la prochaine question qu'on avait posée, c'est que est-ce que de penser à l'avenir, ça a besoin de compétences? Et on a une distribution ici qui dit qu'il faut être un expert dans un sujet, peut-être un peu moins d'intuition, c'est bien, une approche méthodique est relativement populaire. Euh, la curiosité, c'est aussi très bien. De faire des scénarios différents, c'est aussi très bien. Mais il y avait moins d'intérêt sur, par exemple, être conscient de notre limitation cognitive. Et alors, si vous réfléchissez ou laissez penser pour un moment, vous allez voir que si vous allez... Je vais faire un petit expériment. Alors, à l'université, je ne sais pas, mais dans mes temps, les professeurs arrivaient au début du cours et ils disaient, à la fin du cours, il y a un grand examen. Mais j'ai aussi rencontré un professeur qui est revenu et qui a dit, euh, je vais faire plusieurs examens. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas quelles questions je vais poser, mais dans les 3 mois qui viennent, ça peut arriver que j'arrive un matin et je dis, aujourd'hui, c'est l'examen. Et alors la question que je pose, est-ce que vous vous sentez mieux à l'aise dans un scénario où quelqu'un dit, ah oui, il y a un grand examen à la fin du cours, ou est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans une situation quand vous ne savez pas quand les examens viennent, vous ne savez pas combien il y en a, la seule chose que vous savez, c'est qu'il y en aura. Et alors, est-ce que c'est le second scénario, est-ce que c'est quelque chose que vous aimerez ou c'est quelque chose qui vous rend plutôt pas très confortable? Et comment on s'adresserait à un cours universitaire où le professeur dit, bon, je ne sais pas, peut-être on a un examen, peut-être on en a 3, on verra. C'est un cours que vous... Et alors, ma thèse, c'est en fait que le premier scénario, c'est-à-dire un grand examen à la fin, c'est C'est peut-être peut-être, facile à penser, à faire des plans, mais en fait, c'est pas vraiment un avenir ou quelque chose qui devrait nous faire plus confortable que cet autre scénario. Et alors, je ne sais pas comment faire ça, mais je veux voir s'il y a quelqu'un dans la pièce qui trouve que le second scénario, c'est-à-dire
Il y a quelques examens, je ne sais pas quand ils viennent, peut-être il y en a un, peut-être il y en a cinq, peut-être il y en a un chaque semaine. C'est complètement ouvert qui trouve ça c'est une bonne idée. Y a-t-il quelqu'un qui trouve ça c'est une bonne idée? Est-ce qu'il m'entend? Je disais, Marc, que tu viens de toucher un point sensible, beaucoup réagissent. Je vois Je aussi vois un peu aussi un peu d'animation dans les d'animation dans vues. les... Voilà, justement. Alors la Alors la question, question, c'est tout c'est à tout fait à vrai, fait c'est vrai, tout à c'est fait tout à fait pratique. pratique. Ben, il y a quelqu'un qui va réagir, tu écoutes, écoute ce qu'ils vont dire. Ouais, Ouais. Bonsoir, Monsieur Marc. Mademoiselle Ngueba, je trouve que c'est pratique dans le sens où ça met l'étudiant dans une certaine posture, c'est-à-dire que il est beaucoup plus attentif au cours et il se dit à n'importe quel moment, je peux être évalué. Ça lui donne aussi beaucoup plus de chance parce qu'un seul examen, tu ne seras pas forcément prêt, tu ne seras pas forcément au point, et puis ça passe ou ça casse. Alors qu'avec plusieurs examens, tu as la possibilité d'avoir des moyennes plus ou moins excellentes ou plus ou moins, on va dire quoi, passables. Mais au moins, ça te met dans une posture où tu te dis, à n'importe quel moment, du coup, je peux être évalué. Donc, tu es beaucoup plus concentré sur ce cours-là. Donc, ça peut être bien, ça peut être positif. ok, très bien. Très bien. Qui d'autre? Quelqu'un Quelqu'un d'autre? d'autre? Une autre réaction arrive. Oui. Oui. Moi, je penserais que ce serait mieux de faire un examen après le cours. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons encore les connaissances du cours sur place. Et si on le faisait dans 2 semaines, et vu qu'il n'y a pas qu'un seul cours durant les 2 semaines, et les notions vont s'échapper, et après, on peut encore peut-être avoir une mauvaise moyenne, quoi. Merci. Une autre réaction, oui. Merci. Pense que ça va dépendre des personnes. Hein. C'est pas parce que le prof il va faire une interrogation après le cours que tout le monde aura forcément la moyenne. Il y a des gens qui seront plus conscients que non, que l'examen que le prof va réaliser sera décisif, d'autres non. Donc, c'est pas parce que le prof va faire son examen chaque fin du cours que ça va assurer la moyenne à tout le monde. C'est pas pour ça que tout le monde va prendre conscience. Et je pense que le prof, bon, pour moi personnellement, je préfère la proposition selon laquelle le prof il prévient que non, on aura un examen tel jour. Donc, ça nous permet de nous préparer. Ça aussi, c'est une bonne proposition. Oui, une autre réaction arrive. Bonsoir. Moi, je trouve que ni l'une ni l'autre des propositions n'est bonne pour moi parce que la première proposition, c'est dans laquelle il faut que le prof, je crois, prévient le devoir euh, à la fin du cours. Ça ne nous permet pas de retenir les notions si on fait le devoir à la fin du cours. C'est-à-dire, instantanément, on a les notions, mais 2 semaines plus tard, je crois que les notions là seront parties. Et l'autre proposition où on ne va pas, on va dire quoi? On n'est pas, on va pas prévoir l'avenir. En fait, on ne sait pas ce qui va venir. Du coup, c'est un inconvénient pour moi. Oui, une autre réaction avant qu'il ne prenne la parole. Oui. Oui. Ok, Marc, tu peux y aller. Je pense que Bon, je vais Bon, y je aller. vais y aller. Alors, la, aucune des réponses, regarde, la première réponse a fait ça un peu, elle a parlé du risque pendant la trajectoire. Et si on pense ça, et si on laisse passer un moment, on a entendu les quatre personnes répondre, si on regarde ce qu'ils ont dit, on sait aussi de notre expérience que
pendant 3 mois, beaucoup peut se passer. On peut devenir malade. Peut-être on a des difficultés dans le cours. Peut-être c'est facile. Peut-être il y a d'autres choses qui se passent. Et alors, évidemment, si j'ai des examens tout le temps, ça complique les choses, mais ça fait aussi une situation où je suis toujours à jour. Hein, c'est ce que la première personne avait dit, c'est que à tout moment, je suis prêt. Et en fait, la réalisation, le professeur ne peut pas poser des questions sur un sujet qui n'a pas encore discuté dans le cours. C'est-à-dire, après une semaine, c'est pas un examen très compliqué, il n'y a pas un grand scope d'examen. Mais je sais si j'ai bien compris. Et alors, comme ça, je peux passer à la prochaine, continuer, et en fait, je sais tout le temps où je suis, et en principe, le plus de petits examens, le mieux. Et comme ça, je suis toujours préparé. Et c'est peut-être plus facile pour négocier. Mais en réalité, nous avons une tendance de penser d'une manière que oui, je me mets un but dans le futur et d'une manière ou une autre, je suis toujours concentré sur ce but et on ne pense pas normalement quand on fait des projets de regarder à un très long terme, peut-être les études ou de 5 ans ou assez loin, et après on se concentre sur toutes les petites étapes le long du chemin. Et alors, je ne veux pas dire qu'une idée est bonne et l'autre est mauvaise. Sauf que si mon horizon est une semaine ou deux, peut-être convergent et c'est la bonne idée. Et si l'horizon est beaucoup plus long, divergent est la meilleure idée. Et qu'en fait, il faut que je peut-être partage le chemin divergent, qui est long terme, en petites étapes dans lesquelles je peux travailler d'une manière convergente. Alors, c'est encore une fois, malheureusement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une combination des deux. Alors, on avait aussi posé la question, est-ce que vous êtes familier avec des méthodes d'encadrer le futur? Hein, et alors, il y avait la question sur les sur les pardon, je dois cliquer pop, pop. C'est ça? Oui. Alors, les prévisions. Hein, c'était la question, c'est les prévisions rétrospectives. Et alors, tout le monde, ou une grande majorité, est très familier avec les prévisions. En anglais, c'est ce qu'on appelle forecasting. C'est ce qu'on trouve partout. Hein, on regarde quelles ressources on a à disposition, on a un but, et puis on fait un plan, et on fait peut-être quelques scénarios aux alentours du plan, et si tout va bien, on arrive à notre destination. Mais, et c'est peut-être quelque chose qui a l'air comme ça. Hein, je regarde au début, je décide si je veux la ligne verte, jaune, blanche ou rouge, et ensuite je m'applique et j'espère que j'arrive à la destination. Il y a une autre manière, et en fait, c'est en principe ce que nous faisons souvent quand les parents parlent à leurs enfants. On dit, prends un but au futur, tu peux devenir ce que tu veux, tu dois décider ce que c'est, et ensuite tu fais un plan en arrière de toutes les étapes qui sont nécessaires pour arriver là. Hein? L'école primaire, le bac, l'université, etc. Une étape à une autre. Alors je prends le but à la fin et je travaille à l'envers. Je retourne au présent pour voir comment j'arrive au but. Et toutes les deux manières sont convergentes parce qu'il y a un but que je discute. La petite proposition avec les examens nous emmène dans une méthode qui s'appelle les 3 horizons. Et c'est une méthode dans laquelle je discute le présent à court terme et une fois que j'ai fini cette discussion, j'approche la transition ou disons le moyen terme et après le long terme. Et alors pour prendre l'exemple des examens,
je discute peut-être avec mes amis comment on peut se préparer s'il y a un examen dans les premières 4 semaines du cours. Mais une fois que je suis arrivé à la fin des 4 semaines, je peux penser, je vais faire un nouveau projet, c'est la ligne jaune. Et finalement, la dernière, c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et cette technique des 3 horizons est quelque chose qui est souvent fait dans le contexte de projets qui sont assez long terme. Et où il faut d'abord avoir une bonne idée de ce qu'on va faire dans le court terme et après dans des périodes temporales plus éloignées. Alors ça, c'est pour un peu expliquer ça. Et c'était quelque chose avec très peu était familier. C'était les 3 horizons verts. Il y a aussi une autre méthode qui est la méthode Delphi. C'est encore une fois une méthode où pour trouver plus d'idées et pour être plus ouvert à de nouvelles idées, c'est qu'on pose des questions. C'est la boîte bleue. Ensuite, je discute ça avec des experts, je fais des interviews, je parle à des gens comme vous qui s'y connaissent dans l'agriculture ou dans la sylviculture, qui savent quelque chose des abeilles ou des coccinelles, et on parle et et on reçoit un résultat intermédiaire. Et à ce moment-là, on reformule les questions et on commence encore une fois. Et on fait ça 2, 3 fois avant d'arriver à un résultat final. C'est uniquement une manière de faire du brainstorm et de collecter des impressions de personnes différentes d'une manière systématique et d'être plus ouvert et moins à risque d'être en fait emprisonné par notre propre idée personnelle, d'être plus ouvert. Alors ça, c'était le Delphi où il y avait quand même quelques personnes qui connaissaient la boîte rouge. L'analyse de scénario, c'est encore une fois un peu différent. C'est une idée que je sais où je suis aujourd'hui, j'ai une idée où ça pourrait passer, mais je ne sais pas comment mon environnement sera quand j'arrive. J'ai aucune idée. Et à mon avis, c'est une opinion personnelle, c'est ça le monde réel. On a une idée de ce qu'on veut faire, mais il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ce qui va se passer et je ne connais pas la destination. Et alors, pour encadrer ça, un processus qui fonctionne très bien, c'est de se retrouver avec un groupe divers et de discuter tous les facteurs qui s'échappent à notre contrôle et d'être confortable à accepter que c'est les facteurs que nous ne contrôlons pas qui vont créer l'avenir dans lequel il va falloir faire ce qu'on veut faire, achever notre but. Alors, on trouve quelque chose qui est peut-être comme ça. On a 4 différents avenirs, et si je transpose ça à l'agriculture, c'est peut-être quelque chose comme ça qui se passe. Hein, l'aquaponique, c'est assez artificiel, peut-être quelque chose dans l'agroforesterie, quelque chose peut-être très conventionnel, ou peut-être quelque chose qui est plutôt dégradé. Je ne le sais pas, mais je dois trouver moyen à opérer dans les 4 avenirs qui se posent. Alors, pour retourner à ça, les avenirs sont définis par les facteurs que je ne contrôle pas. Ils sont hors de ma capacité, de ma compétence. Et une fois que j'ai trouvé ces scénarios, je retourne avec le groupe et je commence à discuter tous les facteurs que je peux influencer. Tout ce que je peux en fait influencer, tout ce que je peux faire pour bien me préparer, que je peux être, que je peux être résilient dans tous les futurs qui viennent.
Et peut-être aussi quelles compétences additionnelles il faut acquérir. C'est-à-dire, d'abord, je m'occupe des facteurs que je ne contrôle pas. C'est les facteurs que je ne contrôle pas qui définissent le futur. Par exemple, le professeur qui dit, c'est comme ça qu'on va le faire. Et ensuite, je me concentre sur ce que je peux faire dans de différents scénarios. Dans les différents scénarios. Et ça, c'est une approche qui est un peu plus compliquée, mais elle donne une très, très bonne perspective, très ouverte. Alors, pour sommaire, pourquoi on pense à l'avenir? On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Et nous pensons à l'avenir tout le temps dans des différents cadres. Quand je pense à l'avenir, il faut que je sois conscient de l'horizon spatial et temporel dans lequel je me trouve. Parce que c'est l'expansion du temporel et du spatial qui définit combien de facteurs je peux contrôler et combien je ne peux pas. Et en plus, je peux me poser la question, est-ce que je suis dans un environnement contrôlé ou non? Si je fais quelque chose dans un laboratoire, c'est complètement différent que dans le monde réel. Et c'est peut-être évident. Et après, il y a la question finale, c'est que quel degré d'autonomie je souhaite pour le futur? Est-ce que je veux pouvoir agir ou est-ce que je suis content d'être plutôt passif? Et ça va déterminer comment j'approche l'avenir. Alors, ça, plus ou moins, termine ce que j'avais à dire. Je vous laisse cette petite liste, c'est de dire c'est bien de penser d'une manière convergente quand c'est compliqué, court terme, quand c'est des plans d'action, et c'est probablement bien de penser d'une manière plus divergente quand je m'occupe de quelque chose de plus complexe, à plus long terme, d'une vision, et quand je connais la direction, mais je ne sais pas encore exactement comment y arriver. Et dans le monde réel, il faut les deux, en conjonction. Et alors pour moi, c'est la dernière image, on peut la laisser aussi, et on peut discuter ou on peut poser des questions si vous voulez, jusqu'à ce que quelqu'un nous dise assez.